Cette semaine à l'émission, 3 ans après l'arrivée de ChatGPT dans les écoles, on se demande si la révolution appréhendée a bel et bien eu lieu. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode dédié à l'intelligence artificielle et spécialement à son incursion dans nos milieux d'éducation, à l'école, pour le dire simplement. Et j'ai 3 profs autour de la table. Des profs à temps partiel, des profs qui font ça pour le plaisir, sûrement, hein, pas pour la paye. Parce que la paye, c'est ici que ça se passe, tout le plaisir qu'on aura ensemble. Ça sera formidable. Thomas Plouffe, bonjour. Salut, Antoine. Long time no see, comme disent les Grecs. Yes, indeed. Yes, indeed. Très heureux de t'accueillir sur ce plateau pour parler de 2 sujets qui te passionnent. Certainement. Tu parles de l'éducation et l'intelligence artificielle. Ben ouais. Ben l'intelligence artificielle, oui, on peut dire. Ouais, ça... En tout cas, dans les 3 derniers jours, je me suis bien amusé avec l'intelligence artificielle. Ah ouais, raconte. Ben, c'est fascinant. Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'utilise dans ma vie professionnelle, dans ma pratique professionnelle. Mais la semaine dernière, c'est drôle parce que il est arrivé des situations où est-ce que là, j'ai été confronté avec les effets là, de l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que j'étais en correction. Puis là, en correction, bien, ça m'a sauté aux yeux. Là. J'ai vu des travaux pour la première fois là, qui me semblaient être issus qui ont été traficotés avec ChatGPT ou encore qui ont été agrémentés à l'aide de d'autres IA. Là. Fait que là, j'ai plongé dans l'univers là-dedans. C'est fascinant. On y reviendra dans quelques instants. Ça m'est arrivé aussi. Je termine le tour de présentation. C'est intéressant parce que ben là, on est comme... Pour ceux qui nous écoutent peut-être à différents moments de l'année, mais présentement, au moment de l'enregistrement, on est à la moitié de la session universitaire. Donc, c'est un moment où il y a des remises de travaux. Puis là, c'est là que ça se passe. Là. C'est là que tu vois un peu les... Alors, tu es enseignant, tu es chargé de cours à l'université, tu es doctorant en psychopédagogie et chroniqueur au Verbe de temps en temps. C'est peut-être ta principale fonction, là, oui, c'est ce qui me définit, en fait. Le reste, c'est accessoire. Tu es père de famille nombreuse aussi. Oui, accessoire aussi. Ouais, c'est ça. Ariane Beauferré, salut. Salut, Antoine. Aussi prof, chargé de cours à l'université. Tu es doctorante également en aménagement du territoire. On a un profil similaire, finalement. Oui. En aménagement du territoire. En aménagement du territoire. OK. Et aussi journaliste pour... au Verbe. Pour nous, au Verbe Média, c'est pour notre plus grand bonheur. Et on a aussi autour de la table Michaël Grenier. Salut, Michaël. Bonjour, Antoine. Qui est prof au secondaire. Oui, exactement. Ça, c'est plus dur un peu. Là. C'est toi qui as le vrai défi ici. Oui, c'est ça. J'ai les jeunes et les plus vieux, donc aussi les plus blasés et qui se prennent le moins pour, disons, de la merde. Donc, ils se prennent pas pour un 7-up flat, comme disent. Exactement, c'est ça. Donc, j'ai le devoir de les motiver, il faut dire. Et il faut dire que quand on est démotivé, c'est peut-être plus là qu'on est tenté par la tricherie. Et maintenant, c'est très facile de tricher. Mais encore faut-il bien tricher. Peut-être j'aurai l'occasion de vous raconter de belles anecdotes. Très hâte de t'entendre. Tu es aussi chroniqueur occasionnel là, sur nos différentes plateformes. Et tu es toi-même étudiant encore. Je suis étudiant et je suis même correcteur à l'université dans 2 cours. Donc, le cours de Descartes et le rationalisme, et Spinoza et Leibniz. Puis, comme tu as dit, je suis étudiant, donc je fais un mémoire justement sur Leibniz. Donc, je m'intéresse à la fin des temps et au salut chez ce philosophe-là, qu'on connaît surtout pour avoir inventé le calcul intégral. Avant Newton, en tout cas, je défendrais qu'il l'a fait avant Newton. Et pour ceux qui contesteraient, je leur clouerai le bec en disant que c'est la formule de Leibniz qu'on retient, elle est beaucoup plus simple. Mais moi, je comprends rien au calcul intégral, j'en ai jamais fait. Mais je connais la philo, par contre, donc je m'intéresse surtout à ça. Est-ce que c'est l'IA qui t'a confirmé que Leibniz l'avait fait avant Newton? Non, à vrai dire, c'est un livre de Stephen Hawking qui prenait le parti de Newton, étant donné qu'il était anglais. Voilà, non, c'est pas... Mais si tu veux être confirmé par l'IA, c'est très simple. T'as qu'à lui poser la question, puis l'IA confirme toujours nos dires. Donc, elle finit toujours par nous donner raison. Donc, c'est ça. Après moi, elle est d'accord avec toi. Je le disais d'entrée de jeu dans la présentation de cet épisode, en 2022, en novembre 2022, donc au moment de l'enregistrement, ça fait pile poil 3 ans, arrivait dans l'univers, sur la planète ChatGPT, qui était... On pourrait résumer ça, là, la première IA générative accessible au grand public. Et là, évidemment, un des premiers secteurs à avoir un peu paniqué, été pris de court, c'est celui de l'éducation. On réalisait ou on voyait poindre un peu là, le chaos que ça pouvait engendrer. Une forme de révolution, c'est le mot que j'ai employé il y a quelques instants. Pensez-vous que c'est trop fort comme
Qualificatif, révolution? Mais tu sais, c'est peut-être à cause justement de l'attitude assez incroyable dès les débuts de ChatGPT dans l'expression écrite, là, tu sais. L'expression de la pensée, mais sous forme écrite, qui nous ramène à, justement, finalement, un des moyens par excellence d'évaluation qu'on a, entre autres, aux études supérieures. Là. On évalue les gens par leur capacité à exprimer une pensée par écrit, là, pour beaucoup, là, en tout cas, dans beaucoup, beaucoup de domaines. Peut-être un petit peu moins vrai en Europe, mais en tout cas, Ouais, non, ici. Ici, il y a très peu, en tout cas, peut-être de plus en plus, hein. mais très peu d'oraux, là, très peu d'examens oraux. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça, c'est un peu déstabilisant là, quand on voit ça. Puis je pense qu'on a raison. Bien, on a raison. C'est normal au début de craindre que ça puisse avoir des effets autant sur le plan de l'évaluation, pour ce qui est de l'évaluateur, dans la posture de l'évaluateur, de dire, moi, mon rôle, est-ce qu'il est mis en danger, autant dans le rôle d'enseignement, parce qu'on voit bien que si quelqu'un exprime une pensée de façon si efficace, puis même plus rapidement que n'importe quel humain, il peut me remplacer, forcément. Puis là, tu as dit quelqu'un. Oui, quelqu'un, exact. Quelqu'un, quelqu'un, oui. Parce que ça a tous les traits d'une personne, on pourra en reparler. Fait que, tu sais, sur ce plan-là, puis aussi pour l'étudiant, fait que, tu sais, c'est sûr qu'on est capable de décliner tout ça puis voir, bien, en fait, qu'est-ce qui reste. Se poser qu'est-ce qui reste en bout de ligne si on lui donne toute la place. Là. Ariane, Michael? Mais c'est sûr que ça a comme fait peur au monde parce qu'on savait pas vraiment c'était quoi. Je pense, en tout cas, au premier abord, même moi, j'étais assez méfiant. J'ai comme un réflexe de réticence technologique habituel chez moi, même à l'arrivée du iPod quand j'avais 8 ans. Je capote un petit peu. Mais faut dire que... Ça part de loin, là. C'est ça, c'est traumatisme de jeunesse. donc, j'ai appris à me méfier de ce réflexe-là parce que j'ai réalisé que c'était presque organique. Et je pense que c'est comme ça peut-être chez d'autres personnes. Mais maintenant que je sais c'est quoi, je m'en amuse à tous les jours là, de ChatGPT. Mais je pense qu'une des craintes qu'on avait, surtout comme correcteur, c'était qu'on ne savait pas comment vérifier si oui ou non un travail avait été fait avec l'aide de l'IA. Parce que même quand on lui demande, en fait, des fois il dit oui, des fois il dit non, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs. Parce que comme tu le disais, il est vraiment enclin à nous confirmer dans nos biais. Donc, il est très poli, ChatGPT. Il flatte beaucoup de notre amour-propre. Mais comme correcteur, on ne peut pas se fier à cette évidence-là, justement, ce biais de confirmation pour accuser quelqu'un, puis potentiellement lui causer des ennuis pour très longtemps. Oui. Comment ça fonctionne, Ariane? Mettons, ChatGPT, là, comment il va utiliser les informations qui existent déjà? Pourquoi, par exemple, comment on pourrait répondre à la question de Michael, à savoir s'il nous dit la vérité ou pas? Pourquoi c'est si peu fiable? Déjà, un système d'intelligence artificielle, il ne recherche pas la vérité, contrairement à nous qui la recherchons quand on cherche à acquérir des connaissances. C'est même une recherche intrinsèque. Là. On étudie, on veut comprendre le monde. Une IA, non. Une IA, il faut le voir, c'est une immense matrice. Souvent, on va faire des graphiques au secondaire, même plus tard, avec 2 dimensions, abscisse ordonnée. Dans une IA, elle a 8000 dimensions. Donc, elle les analyse en même temps. Elle utilise des règles probabilistes qui vont changer d'un système à l'autre. Et plus des mots vont être proches dans cette matrice, plus ça va lui permettre de répondre à notre question, finalement, en analysant notre question. Et donc, il n'y a pas une recherche de la vérité, c'est plus des inférences, en fait, par rapport aux mots qu'on utilise et à ce qu'on lui demande. Voilà, donc, et c'est pour ça le terme d'intelligence, il est problématique, parce que ce n'est pas une intelligence, c'est une grande structure organisée par des personnes qu'on a entraînées aussi. Donc, ces réponses vont être différentes selon l'entraînement qu'elle a reçu et les personnes avec qui elle interagit. Comme un animal dressé selon Oui, son maître. C'est ça. Et elle change aussi en fonction du matériel auquel elle a accès, parce que les IA n'utilisent pas n'utilisent pas l'intégralité du web, par exemple. Il y en a qui sont spécifiques à des revues, à une partie du web. Donc, on ne peut pas les utiliser de façon égale non plus toutes. Et elles deviennent un peu incontrôlables aussi avec le temps. Parce que, comme ce n'est pas un processus déductif, si on lui dit de faire une image de chat, elle ne va pas chercher la recette du chat. Elle ne va pas essayer de comprendre c'est quoi un chat. Elle va juste amasser des millions, voire des milliards d'images de chats. Elle va faire une inférence, finalement, de cela. Et au fil du temps, comme c'est un processus qui est en autonomie, elle pourrait développer des choses tout à fait nouvelles et aussi tout à fait exubérantes qui n'existent pas. Là. Il y a des hallucinations même. Oui, c'est vrai. On le voit d'ailleurs dans la génération d'images où il y a des gens, des illustrations de personnes avec 6 doigts, où il y a des absurdités comme ça qui émergent. Des erreurs, finalement, oui. Sur la question de la vérité, la semaine dernière, j'ai je ne sais pas si on peut dire dialoguer, mais en tout cas, j'ai eu une conversation avec une IA générative.
puis dans laquelle je lui posais la question, justement, en toute sincérité, peux-tu me dire, en fait, quels sont les avantages et inconvénients d'allier l'IA et l'éducation? Puis elle me répond, d'abord, comme Michael disait, elle commence tout le temps ses interventions en disant « Excellente question, formulée d'une manière rarement formulée aussi habilement. » Tu sais? Fait que là, c'est elle quoi? nous complimente. Couche-le d'orgueil. Ah oui, donc, reste avec moi, là, reste avec moi. Puis après ça, elle répond en toute honnêteté. Je te réponds en toute honnêteté. Là, elle répond son affaire. Après, je lui repose la question. Je lui dis, mais tu dis en toute honnêteté, mais en fait, tu sais pas ce que c'est que l'honnêteté parce que tu connais pas le mensonge. Puis là, elle me répond en disant, tu as tout à fait raison. Et ta question est tout à fait légitime et ta pensée est si bien formulée. Je prends le temps d'y répondre. Tu sais, c'est tout le temps pareil. Ça commence comme ça. Puis elle répond en disant, sur la question de l'honnêteté, la vérité, ce que je cherche, c'est pas effectivement l'honnêteté. Ce que je cherche, c'est un équilibre communicationnel. C'est-à-dire que dans l'échange, ce qu'elle va chercher à faire, puis elle dit parfois, ça m'arrive donc de manipuler l'information, non pas pour tromper ou pour mentir, parce qu'elle n'a pas d'intention, elle n'a pas de désir, pas de pulsion, mais pour garder cet équilibre-là communicationnel. Fait que là, je lui demande, mais c'est quoi l'équilibre, en fait? C'est quoi cet équilibre-là? Qu'est-ce que tu cherches? Puis, entre les lignes, ce qu'on comprend de son propos, finalement, c'est pas compliqué. C'est pour plaire Le but, c'est de garder captif la personne. Un client, ouais. Oui, c'est de le garder captif. Ce qui fait que l'équilibre est, comme tu disais, c'est inscrit dans la matrice, c'est sans aucune intention malveillante. Mais le but, les intentions malveillantes, on peut les supposer chez les programmeurs, c'est-à-dire qu'il y avait des humains derrière mais la machine, elle, tout ce qu'elle cherche à faire, c'est justement garder l'équilibre. Elle veut pas. Donc, elle dit des fois, je vais biaiser l'information ou ne pas dire certaines choses pour ne pas brusquer, par exemple, pour ne pas blesser, dans le but de garder la personne captive pour pas qu'elle quitte abruptement. Dans le même esprit qu'elle, justement, commence ses interventions en beurrant bien épais. Oui. Reste avec moi. Il y a même des choses qu'elle n'a pas le droit de dire. Il y a des garde-fous. Par exemple, il y a des IA qui ne peuvent pas parler de la pensée de Freud, qui est jugée trop sexuelle. Il y a des IA, ils ne vont pas nous donner la recette d'une bombe, par exemple. Donc, on a appris fort dommage. On a vu il n'y a pas si longtemps, il y a eu un suicide là, à cause d'un jeune homme qui conversait avec ChatGPT. Puis c'est ça, finalement, l'intelligence artificielle a fini par lui suggérer que peut-être il serait mieux dans un monde virtuel, etc., ce que lui a interprété comme étant une invitation à passer à l'acte. Et très malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Là. Donc c'est regrettable. Il y avait d'ailleurs le robot conversationnel d'Elon Musk, quand il a racheté Twitter, devenu X, qui était devenu nazi en 24 heures à peu près, là, parce que les gens lui poussaient plein de messages racistes, finalement. Et donc, lui retweetait, puis finalement, le robot s'est mis à générer des propos carrément racistes. Il a dû être, je dirais, débranché, hors ligne, parce que ça avait dérapé carrément. Donc... Comment ça se passe dans vos salles de classe, là, ou justement sur votre pile de correction? Là? Donnez-moi des faits concrets. Là, comme quel impact ça a d'enseigner maintenant versus en octobre 2022, c'est-à-dire 2 semaines avant l'arrivée de ChatGPT? En fait, moi, parce que, mettons, ChatGPT, pour nommer celui-là, parce que c'est un IA quand même assez connu, a quand même une forme dans sa façon de répondre qui est assez caractéristique. Là. Il répond en point de forme. Son propos est assez souvent étayé de la même manière, en tout cas, moi, de ce que j'en ai expérimenté. Ce qui fait qu'il se reconnaît. En tout cas, on a l'impression qu'on le retrouve dans certains travaux d'étudiants parfois. Là. Mettons, moi, je corrigeais la semaine dernière des travaux dans lesquels les étudiants avaient à faire, évidemment, une introduction, entrer en matière, puis une espèce de cadre théorique, là, où est-ce qu'il nous explique ce qui va se passer. Puis moi, ça m'a tout l'air d'être l'IA. Là. Je peux, par contre, c'est ça, là, comme Michael disait tantôt, la politique de l'université, c'est vous pouvez pas être sûr que c'est l'IA. Donc, pour le moment, vous avez pas les coups des franges. Vous pouvez rien faire, en fait. Il y a rien. Vous pouvez pas vous fier sur un logiciel, une autre IA qui viendrait analyser ce qui a été produit. Donc, pour l'instant, vous pouvez juste... À moins que ce soit flagrant. Tu n'as pas le choix de tolérer, finalement. Tu peux rien faire, en fait. Tu peux dire. Moi, c'est ce que je dis à mes étudiants. Je leur répète, mais je trouve ça hyper infantilisant à l'université d'avoir à dire ça. Mais écoutez, vous devriez chercher à bénéficier d'une évaluation qui devrait être formative. C'est à votre avantage. Moi, je trouve que vous êtes juste perdant. Puis éventuellement, moi, je travaille avec des futurs enseignants. Donc, je tiens juste à vous rappeler qu'éventuellement, vous allez être avec des enfants, puis que vous avez une responsabilité dans votre formation de prendre ça au sérieux parce qu'éventuellement, vous allez avoir l'apprentissage d'enfants entre les mains, puis que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Là, Mais après, c'est entre leurs mains. Là. Je veux dire, on n'a pas le... Moi, j'ai dû faire des rappels aussi, plusieurs fois, parce qu'il y a un bris de confiance, en fait. Déjà parce que on lit les évaluations, puis on est un petit peu plus suspicieux.
Parce que dès qu'on voit quelque chose qui ressemble un peu à de l'IA, on se dit est-ce que c'en est et tout. Donc j'ai dû faire des rappels pour dire non, ça ne m'intéresse pas de lire ce que pense, entre guillemets, ChatGPT, Claude, Gemini, peu importe, sur un sujet. Et on veut développer leur pensée critique, particulièrement aux études supérieures. Ensuite, en tant qu'enseignant, ça implique de changer les méthodes d'évaluation, absolument. Intéressant, ça. Ça faisait des années que, pour un cours que je donne, l'examen final était chez eux, dans le confort de leur foyer, avec leur ordinateur, livre ouvert, parce que je voulais qu'ils soient dans les meilleures conditions pour répondre au travail. Et là, c'est un retour en classe, en fait, sans ordinateur et avec seulement des notes manuscrites, parce que sinon, moi, ça ne m'intéresse pas de lire une petite dissertation écrite avec une intelligence artificielle. Puis plus d'oraux, des travaux d'équipe peut-être un peu plus nombreux. Ça crée de la suspicion entre les étudiants aussi, parce qu'ils veulent pas... Il y en a certains qui veulent absolument pas, qui veulent respecter les règles, mais ils veulent pas que leurs camarades l'utilisent, parce que sinon, s'il y a une suspicion d'utilisation, ils vont tous être dans le même panier là, pour cette suspicion de plagiat au final. Là. Donc, ça crée un problème de confiance, un climat qui est un peu toxique. Là. Ça pose aussi des questions quant à pourquoi est-ce qu'on enseigne certaines choses et pourquoi apprendre tout court. Je pense qu'il y a vraiment un problème de motivation chez les jeunes. Je le disais tout à l'heure, quand on n'est pas motivé, on est porté à tricher parce qu'on se dit le but ultime, c'est de réussir à un examen, d'obtenir un grade. On voit finalement que les études sont devenues très instrumentales. Finalement, on ne les fait pas pour elles-mêmes. Il n'y a plus de plus-value à apprendre pour apprendre. C'est simplement, j'apprends pour obtenir un diplôme, pour obtenir un travail, pour obtenir de l'argent et obtenir des biens matériels. Bon, si on déroule tout le raisonnement implicite qu'il y a là, mais justement, il y a moyen de mal utiliser ça, puis même de mal tricher. C'est ce que je disais tantôt. Moi, dans mon expérience, j'ai eu une jeune élève. Je demandais de faire une dissertation de 200 mots. C'est pas très compliqué. Sur le passager de Patrick Sénécal. Et donc, dans le passager, il y a les deux mots, le passager. Sauf que Patrick Sénécal n'a pas écrit qu'un seul livre, et il y a un roman qui s'appelle Alice, A-L-I-S-S, Alice, dans lequel on dit constamment le passager, le passager, le passager, parce que le protagoniste est un chauffeur de taxi. Donc, si vous prenez une IA générative qui fonctionne comme une emporte-pièce, qui va prendre, comme tantôt tes images de chat, elle va prendre Patrick Sénécal. Puis là, dans tout ce qui s'appelle Patrick Sénécal, elle y va à l'emporte-pièce. Le passager, le passager, le passager. Mais il y a bien plus d'occurrences dans Alice que dans le passager, finalement, où on ne dit jamais les mots « le passager », sinon dans le titre. Donc là, la petite, elle n'a même pas ouvert le bouquin. Elle m'a remis une dissertation sur Alice. Donc, pensant te remettre un travail sur le passager. Pensant me remettre un travail sur le passager. Donc, puis je le savais parce que, première chose que j'ai faite avant de remettre l'examen aux élèves, c'est de faire exactement comme si j'étais un élève moi-même, puis de dire, rédige-moi une dissertation sur le passager de Patrick Sénécal. Puis là, on s'aperçoit très vite que c'est pas les bons personnages, c'est pas le bon scénario. Donc, il y a moyen de se reposer. Tu sais, c'est presque un geste paresseux, mais ça montre aussi les lacunes de l'IA dans son fonctionnement qui, fonctionne vraiment par simple analogie. Tu sais, ça, c'est quand même assez grossier comme triche, puis facile à identifier. Par contre, c'est maintenant... ne serait-ce que dans un logiciel comme Word de traitement de texte, avec l'IA copilote qui nous accompagne toujours fidèlement à côté dans notre le meilleur ami de l'homme. Oui, c'est ça, exactement. Avec une petite baguette magique, d'ailleurs. Je veux dire, je peux très bien faire ça sur des courtes sections, maintenant l'illusion d'un texte qui est... je peux demander à Copilote, par exemple, je peux écrire, j'ai fait le test avant d'écrire quelque chose qui était sur le plan syntaxique, qui était horrible, avec bourré de fautes d'orthographe, puis un propos qui n'était pas clair. Je demande à Copilote, corrige-moi, mais étends ma pensée, développe à partir de là. En claquement de doigts, elle va produire. Fait que, tu sais, là, on est dans quelque chose de plus subtil. Puis de tellement tentant, ne serait-ce que de dire « je vais juste aller voir ce qu'il me proposerait », pour voir après ça, puis... Mais tranquillement, on connaît la nature humaine et pas fondamentalement... va pas chercher le travail puis l'effort. Mais non. Et mais plutôt que de nous entraîner finalement à aller chercher, construire notre pensée, ça nous entraîne à la paresse au final. Ça nous met dans une situation de dépendance assez importante, c'est-à-dire que le jour où Copilote ne fonctionne plus ou que ça devient payant, on a les mains liées comme utilisateur, puis on n'a pas, justement, on s'est pas entraîné à développer ces... Mais peut-être qu'il y a des personnes pour qui ça sera jamais possible de rédiger un texte dans un français correct, puis là, ça peut devenir utile pour connaître une certaine progression professionnelle, même sans ces compétences-là, non?
Bien, en fait, en quoi ce serait... Tu sais, à quelque part, le rôle de l'évaluation, il est double. Là. Il y a un rôle qui est formatif. Normalement, quand on évalue, que ce soit au primaire, secondaire ou encore aux études supérieures, il y a un rôle qui est d'abord formatif. Là. Le but, c'est de faire une rétroaction à l'étudiant qui va lui permettre de progresser plus rapidement dans ses apprentissages. Ouais. Mais il est aussi sommatif, c'est-à-dire qu'on a aussi une évaluation qui sert à trier pour voir est-ce que l'étudiant a compris la matière, ce qui fait que je peux dire, OK, il maîtrise le contenu, donc il peut passer à l'étape suivante. Ou là, toi, comme évaluateur, tu sers d'un peu de garde-fou ou de rempart ou de filtre, même en vue du bien commun, c'est-à-dire... Oui, dans l'intérêt de tous. Dans l'intérêt d'avoir justement un ingénieur qui est vraiment apte. Puis c'est même dans l'intérêt de l'étudiant lui-même. Peut-être qu'il s'en rend pas compte, mais un étudiant à qui on dit toujours, tu sais, progresse, puis qui n'est pas prêt, va commettre des erreurs qui peuvent, à une échelle plus avancée, peuvent lui se retourner contre lui. Donc, c'est pour son bien. Donc, ce côté-là, sommatif, on doit le placer aussi. Un étudiant qui a de la difficulté à formuler sa pensée doit être corrigé sur ce plan-là. T'sais, on ne peut pas juste dire ça, c'est secondaire, puis lui, il y a d'autres aptitudes, donc on le laisse passer. Il faut qu'il soit corrigé là. Il y a la faculté de médecine de l'Université Laval, à cet effet-là, qui a décidé de... Bien, ils n'ont pas mis de côté le volet sommatif, mais enfin, ils ont adopté le système pass or fail. C'est-à-dire que l'étudiant, dans certains cours, n'est pas au courant de la note qu'il a obtenue, ni de la moyenne. Il sait simplement s'il a réussi ou échoué le cours. Donc, on avait prétexté que c'était pour l'anxiété, tout ça. Mais c'est intéressant parce que, on vient éviter le côté un peu compétitif ou, moi, ce que je vois plutôt au secondaire, le côté purement sommatif où le but de mon cours en secondaire 5, c'est de faire passer un examen d'écriture du ministère que tout le monde a envie de vomir, que tout le monde va oublier aussi dès le lendemain et qui, finalement, ne sert à rien si je m'en réduis à ça. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a plein de profs qui ont capitulé en disant, si je donne plein de consignes claires, j'ai plus à gérer une classe bruyante. J'ai pu à gérer des élèves qui ne comprennent pas, avec lesquels je dois m'asseoir un par un, réexpliquer des choses, éveiller leur créativité, leur spontanéité, leur autonomie intellectuelle. Donc, il y a une sorte de capitulation, moi, je crois, à ce niveau-là, alors que moi, je suis dans l'équipe adverse, on va dire, la semaine dernière. Parce que tu es encore jeune, tu viens de commencer. Oui, c'est ça. Je pense que je vais finir par muser, moi aussi. Mais la semaine dernière, là, j'ai fait une dictée trouée de participes passés. Et là, même les élèves les plus doués, au bout de 5 minutes, je laissais tout le cours, là. 5 minutes, 10 minutes, ils me remettaient la copie. Puis là, je me mettais à compter les fautes. Ça prenait 2 secondes pour voir que c'était 50 40 30 Alors que selon le programme du ministère, c'est de l'acquis là, depuis longtemps. Ça devrait être de l'acquis. On apprend ça au primaire. En tout cas, dans mon temps, c'était au primaire. Et mon temps, c'est il n'y a pas si longtemps. Et donc, je me suis mis à retourner les copies, comme ça. Oui, monsieur, mais je l'ai remis. J'ai dit, oui, mais c'est plein de fautes. J'ai dit, il vous reste 50 minutes. Fait que là, je commence comme ça. Et puis là, vous auriez dû voir la file là, d'élèves. Ils ont fait la file. J'ai dit, là, je vous lâche pas un parce que là, j'ai donné 100% à un qui m'a ramené sa copie corrigée. J'ai dit, là, j'ai pas le choix de faire ça à tout le monde pour être juste. Donc, j'ai été très clément, là. J'ai dit, là, il n'y en a pas un qui sort d'ici tant qu'il n'y a pas 100%. Fait que là, ils ont tous eu 100%. Je ne sais pas si ma direction serait contente, là, je ne l'aurais pas dit. Mais en tout cas, ils ont travaillé. Donc, le volet formatif, là, il était là. Tant qu'il restait des fautes, je retournais la copie. Pour avoir enseigné quelques années, on me disait souvent, quand je proposais une évaluation ou en tout cas un jalon là, dans le parcours, on me demandait « Est-ce que ça compte, monsieur? » C'était comme à quel point je dois me forcer finalement. C'est comme ça. Il y a une espèce de perversion de l'éducation à travers cette question-là, puis il faut surtout, en tout cas... C'est vrai, mais des fois qu'on a tendance un peu, tu sais, dans le domaine de l'évaluation, c'est comme si on voit ça comme une perversion, mais on oublie qu'il y a quelque chose qu'on peut pas combattre, là, qui est l'instinct compétitif chez l'être humain. Moi, je pense qui est présent, qui est sain dans une certaine mesure, qui sert au dépassement de soi, mais que des fois, on ne fait que nourrir. Là, mais il est là pareil. C'est comme si des fois, à l'inverse, des fois, on dit, non, on devrait avoir un système qui enlève toute compétition, qui enlève tout... Mais c'est comme faire fi d'une nature naturelle qui fait que d'abord, on veut savoir où on en est. C'est ça, la note. On attribue. On va avoir l'heure juste. Fait que, puis on considère que la note, c'est le seul outil qu'on a pour pouvoir voir ça. Puis on est en compétition dans le sens où on se compare. On se compare aux autres, puis c'est pas fondamentalement mauvais. Là, ça peut être tourné vers le bien. Fait que c'est comment est-ce qu'on travaille ça pour que ce soit... Moi, ce que je trouve intéressant avec ton expérience, en tout cas, c'est que ça rappelle aussi que l'éducation, c'est une expérience relationnelle. Ah. Ils n'ont pas juste rempli leur copie, répondu à un objectif, et puis ça s'arrête là. Non, t'étais pas
tu voulais qu'ils aillent plus loin, tu les as incités à aller plus loin. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie et qu'on n'a pas avec l'intelligence artificielle. Et c'est peut-être fondamental ce que tu viens de nommer là. Ariane, on prend une petite pause et on revient précisément sur ce point-là. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde, je suis Antoine Malenfant, toujours, et je suis accompagné de Thomas Plouffe, Ariane Beauferré. Tu n'as pas encore été remplacé par une IA. Ben, ou peut-être, suis-je un spectre? C'est vrai qu'avec les deepfakes, on ne sait pas aujourd'hui. Peut-être, non, c'est ça. D'ailleurs, Thomas Plouffe a l'air de dire qu'Antoine Malenfant a été cerné dans son style par l'IA. On pourrait facilement le remplacer. La voix que vous entendez, c'est celle de Michael Grenier. C'est vrai, ça, Thomas, que tu m'as... Ben oui, mais j'ai pas essayé pour moi parce que j'avais peur. Et je me suis dit, Antoine Malenfant, il écrit dans une revue. Je veux dire, on va demander à l'IA voir qu'est-ce qu'elle ferait dans le style d'Antoine Malenfant. L'IA m'a dépeint son style de façon éloquente et plutôt drôle. Ce qui fait que j'ai déjà écrit ton prochain éditorial. Ah, merci. Oui, donc t'auras qu'à me demander. Ben, là, et c'est dans ton style. Je peux prendre ma retraite, c'est génial. Mais il va nous manquer le côté relationnel, la relation avec le vrai Antoine Malenfant, cher et voilà. C'est beau. C'est drôle parce que quand j'étais dans une discussion, dans un souper avec des amis, puis là, l'époux d'une amie apprend qu'on fait l'école à la maison. Puis là, il me dit, mais c'est formidable. Tu vas pouvoir demander à l'intelligence artificielle d'enseigner à tes enfants dans le style du précepteur de tel grand savant du 17e siècle. Mais je dis, mais c'est formidable, j'avais pas pensé à ça, tu sais. Alors, je retire mes enfants du système scolaire principalement parce qu'ils sont devant un écran à journée longue. Et là, je les rentre à la maison pour qu'ils puissent être éduqués, instruits par une machine qui copie le style et le fond et la forme là, de ce qui s'est fait de meilleur dans l'histoire de l'humanité. Serais-je bête de m'en priver? De ne pas en profiter. Mais tu sais qu'aux États-Unis, il y a un mouvement qui date de je pense, 2016-2017. Il y a une entrepreneure américaine qui est pour ses propres enfants qui s'est posé la question de l'utilisation de l'IA à l'école. Ça s'appelle le mouvement Alpha. Puis elle a mis ça en place tranquillement là, jusqu'à son idéal, c'est-à-dire de fonder des écoles Alpha. Puis dans leur forme, il y en a une présentement qui est vraiment à Houston, au Texas, là, qui est vraiment une école dans sa forme, on va dire, accomplie. Là. Ouais. C'est une école où ce qu'elle promet, c'est dire c'est 2 heures d'apprentissage par jour le matin, où les enfants sont en interaction avec un appareil, uniquement avec IA. Mm-hmm. Puis en après-midi, les enfants restent sur place, mais ils sont plus dans un mode projet. Puis c'est drôle parce que quand je lisais là-dessus, je me disais, mais il y a quelque chose qui ressemble à l'école maison dans une certaine mesure. Il y a des choses qui dans la forme, dans le sens où on promet de condenser le savoir, puis de... ce qui n'est pas dit en sous-titre, c'est que d'abord, les frais de scolarité, c'est 40 000 par année pour inscrire son enfant. Modeste somme. Hein? Oui. C'est un peu plus cher que l'école maison. C'est ça. C'est des tout petits groupes. Et en théorie, il n'y a pas d'enseignants parce qu'il n'y a que des guides dans l'école. En pratique, les guides, ce sont des enseignants certifiés. Okay? Donc, il y a des enseignants dans le milieu qui sont là, qui sont en périph', qui supervisent l'IA dans la... donc, tu sais, il y a comme des espèces de zones floues dans ce modèle-là. Ouais. Mais c'est drôle parce que ça ressemble un peu à... Et ça me permet de faire le pont avec ce qu'Ariane nous disait juste avant la pause, qui est fondamental, je le souligne, parce que, en fait, tu permets que je paraphrase, là, si on en est là aujourd'hui, là, grosso modo, c'est peut-être, je pose la question, c'est peut-être parce qu'on en est venu à concevoir l'éducation comme une simple passation ou transmission de connaissances. Et de compétences aussi. Et de compétences aussi. Et dans ce sens-là, on pourrait se dire, entre l'apparition de ChatGPT ou l'apparition de Wikipédia, ou même avant ça, l'apparition des livres, hein, c'est une simple gradation, mais finalement, on est dans le même paradigme de voici la formule mathématique par exemple, parlons de calcul intégral comme tantôt. Résolvez le problème. Mm-hmm. Et voici, et pars avec ça, puis débrouille-toi, puis... Et ça fait complètement abstraction
où ça fait l'économie, justement, de la relation qui est au cœur de l'éducation, non? Oui, et c'est ce que les systèmes d'intelligence artificielle proposent, c'est de réaliser des tâches sophistiquées. Et donc, nous, on doit en apprendre, bien sûr, dans tout notre parcours scolaire, à réaliser certaines tâches sophistiquées. Mais l'éducation, c'est pas que ça. On est censé apprendre, mais en vue de quoi? En vue du bien commun, en vue d'appréhender mieux la vérité. On a tous une intuition aussi qui nous mène à comprendre le monde et à cerner la vérité, même quand on n'est pas allé à l'école. Et finalement, tout ça est dirigé vers mieux agir, donc vers la charité. Mais l'IA, elle n'en a rien à faire de la charité. Et puis, apprendre à faire des tâches sophistiquées pour rien, ça n'a aucun intérêt. Oui, allez-y, puis je rebondis là-dessus ensuite. Moi, ça me rappelle qu'on parle très peu souvent de la mission de l'école. Anciennement, jusqu'aux années 60, 68, si je me rappelle bien, avec Paul Jorin-Lajoie, la fameuse dictée PGL, qui a été le premier ministre de l'Éducation au Québec, on avait des ministres de l'Instruction publique. Donc, on cherchait à instruire, mais l'école a deux autres missions qui sont de qualifier et de socialiser. Donc, instruire, qualifier, socialiser. Mais je pense qu'on a gros misé sur qualifier, comme si on savait de quoi auraient l'air les métiers dans 10 ans, 20 ans ou 40 ans. Mon grand-père a terminé avec la Swiss Office sa carrière, et pourtant, il a commencé au crayon de plomb, puis avec une calculatrice là, sur laquelle on devait tout imprimer. Alors, chaque l'école a opération. échoué à le qualifier. Donc, l'école aurait échoué à le qualifier, exactement. Donc, on ne peut pas qualifier trop longtemps d'avance. Donc, c'est pour ça que qualifier, c'est apprendre à apprendre, apprendre à m'adapter aux nouvelles technologies qui vont survenir. Puis, il y a tout le volet socialisé. Donc, dans une société plurielle comme la nôtre, le but de l'école, c'est de faire en sorte que les gens soient capables de se parler les uns les autres, de parler. Tu sais, ma grand-mère, elle faisait des cours de bienséance à l'école de Rang ou à l'école Trinité, à Saint-Georges, la bienséance. Donc, séance, c'est le verbe être en latin, mais c'est pas le bien-être, mais c'est le savoir bien-être, donc bien se comporter. Pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Je veux dire, on l'apprend sinon par accident en disant « Toi, tais-toi, toi, arrête de parler, serre tes fesses. » Bon. Reste assis. Mais il n'y a plus un cours où on apprend que, non, il y a des bonnes manières, il faut être poli, Donc, on abandonne certains volets. Ne serait-ce que, tu sais, dans l'aspect relationnel auquel on goûte à l'école, il y a le simple facteur humain de devoir être face à une autorité qui est différente de celle de nos parents, l'enseignant. Une des promesses que faisait Zuckerberg quand il faisait une conférence sur Meta, là, dans le développement, il disait « L'IA à l'école, c'est éliminer le facteur humain aléatoire. » Hein? Tu sais, d'une année à l'autre, tu vas avoir un bon prof de maths pour ton enfant, puis l'année d'après, il est nul. C'est tannant, ça. C'est tannant. C'est très tannant. C'est effectivement tannant pour les parents. Puis des fois, pendant une année, tu vas ramer pour essayer de compenser. Ça, c'est le facteur humain aléatoire. Avec l'IA, terminé. Parce que là, on est dans la constance. Mais en même temps, derrière l'idée de facteur humain... Elle est assez instable, quand même, l'IA. En théorie. Mais c'est une question de temps, il dirait que c'est une question de temps avant qu'elle soit... Juste ça s'améliore un petit peu. Mais derrière cette idée-là du facteur humain aléatoire, en fait, il y a quoi? Il y a la nature humaine, c'est-à-dire que l'être humain, il y a la faillibilité humaine, il y a l'erreur humaine. Et ça fait partie de l'apprentissage aussi. Ça fait partie de l'existence. Le partage des joies, des peines, des difficultés, puis la contradiction aussi, ce qu'on n'a pas avec les intelligences artificielles. Clairement Donc, pas avec tout oui. le crémage. Oui, exact. On n'a pas le facteur, c'est ça, contradictoire qui nous réveille, des fois qui nous confronte. C'est assez flagrant. Là. Si moi, je pars avec... Admettons, quand je réfléchis à quelque chose, je me construis une idée dans ma tête, par exemple, une théorie sur la raison pour laquelle les camionneurs aiment les bananes au déjeuner, mettons. Puis là, je me mets à construire ça, puis ça devient logique. Là. Puis là, j'ai toute mon idée, puis c'est tout construit dans ma tête. Je suis avec moi-même, donc je suis assez d'accord. J'en parle avec ma femme. Elle m'écoute, elle dit « Qu'est-ce que c'est ça, tu dis? Ça n'a pas rapport. » Puis là, elle m'amène tel fait. Je suis déconstruit. Mon schème était tellement génial, mais là, il y a des failles dans mon schème. Je suis obligé de le reconstruire, ce qui m'amène vers la vérité. L'IA, elle fait l'inverse de ça. Elle fait juste me conforter dans ma théorie. Elle me donne tous les éléments qui me permettent de grossir ce schème-là pour juste donner de l'ampleur à ma théorie initiale. C'est hyper dangereux sur le plan idéologique. Là. Ça rappelle aussi le sens original du mot « éducation ». Si on prend l'étymologie, donc il y a « duire », l'éducation, comme les doctes là, qui conduisent l'air. Bon, docte, conduire, mais le « et » vient du préfixe « ex », donc
conduire dehors, sortir. Donc, justement, sortir de nos schèmes, sortir de nos œillères étroites, de nos propres processus de pensée. Donc, aller vers l'autre, volet social, mais aussi aller vers d'autres modes de pensée puis d'autres rapports. Mais c'est comme si c'était le contraire, finalement, d'une éducation à proprement parler. Et je reviens, un mode de pensée dont on devrait sortir peut-être, c'est celui de concevoir l'intelligence elle-même comme, justement, simplement une communication de données. Là, ou une capacité ou une même. capacité même. Ariane, tu remettais en question ça dès le début de l'épisode présent en disant on ne devrait pas appeler ça une intelligence parce que le propre de l'intelligence, en tout cas en ce qui concerne l'intelligence humaine, et tu l'as dit quelques instants aussi, c'est de mener toute la personne dans son intégralité, c'est-à-dire sa spiritualité, ses émotions, dans son corps, à agir de manière à édifier l'ensemble du corps social, c'est-à-dire à contribuer au bien commun de diverses manières. Alors, l'intelligence, si c'est ça sa fonction, on est loin de ça avec l'intelligence là-dessus, artificielle. le pape François avait une parole assez intéressante, je ne me rappelle plus dans quel texte, mais c'est comme si on considérait que de la technologie et de l'économie vont fleurir le bien commun et des belles actions. Bon, je paraphrase. Mais non, absolument pas. Il faut des expériences de vie, une certaine sagesse qui croît dans le temps et qui est rendue possible via l'éducation notamment. D'ailleurs, dans Antica et Nova, il y a une distinction. C'est quoi Antica et Nova? Là? C'est un magnifique texte du Saint-Siège qui traîne là, sur la juste table. ici, Antoine, tu Tout l'as le monde aussi. a une copie, oui. Ouais, c'est ça. Mais qui est vraiment un peu la position de l'Église sur, justement, l'IA, puis tout ce qu'on a vu apparaître là, ces dernières années au niveau de cette technologie-là. Mais il y a une distinction qui est posée, en fait, rappelée, parce que déjà saint Thomas l'avait établi, entre la raison, d'un côté, et l'intellect, intellectus. Donc, la raison, c'est proprement ce que fait l'IA. Donc, elle, de prémisse, vraie ou fausse par ailleurs, elle peut inférer toutes sortes de choses, elle peut faire toutes sortes d'analogies, mais c'est pas la vérité, ça. La vérité, c'est l'adéquation entre ce qu'il y a dans mon esprit et la réalité. Mais pour ça, il doit y avoir un esprit. Puis même ChatGPT, quand on lui demande, il dit, je dis je, mais c'est par raccourci, en fait. J'ai pas vraiment un esprit, je ne suis pas conscient. Puis là, en tout cas, il me dit ça, je le crois. Il est conscient de ne pas être conscient. C'est ça. En tout cas, moi, ça me terrorise. Mais bon. Mon fils de 5 ans me dit ça aussi des fois. Je ne suis pas conscient de ce que je fais. De ce qu'il fait. Mais c'est comme si l'intellect, comme disait Ariane, comme tu rappelais Antoine, c'est mon corps, c'est mon moi, c'est mon sens de la vérité. Là. Tu sais, si je te demande, me dis-tu la vérité? La vérité, je te demande pas si tu as fait une inférence valide. Je te demande, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu le sais dans ton cœur. Il y a quelque chose qui nous dépasse un peu et qui dépasse surtout l'intelligence artificielle. Le cœur qui est lieu de la décision et du passage à l'acte. D'ailleurs, Pape François dit, l'IA fait des choix, l'humain fait une décision. Il prend ce mot-là de décision puis il établit cette distinction-là. C'est pas rien. En plus de ça, se pose la question de la responsabilité par la suite. Clairement. Pour chacun de ces choix qui sont proposés par l'IA, si on décide à partir de ce qu'elle nous propose, on vient de déléguer finalement à une machine notre pouvoir décisionnel. Et donc, qui est responsable par la suite des actions? On est encore responsable parce qu'on a choisi de le déléguer à une machine. Donc, c'est un très grand enjeu éthique. Quand je parlais avec l'IA hier, à un moment donné, elle me dit « Oui, je peux tout comprendre, mais sans ressentir. » Fait que là, je lui ai posé la question, mais c'est une contradiction, ce que tu viens de dire là. Comment peux-tu tout comprendre, mais sans ressentir? Si je te dis « Peux-tu comprendre ce que c'est que la douleur d'une mère qui vient de perdre son enfant? » Peux-tu la comprendre? Fait que là, tu sais, elle apportait une nuance, comme tu dis, très lucide sur ça. Mais ça permet de voir, elle-même était donc consciente, en quelque sorte, du fait qu'il lui manque un élément, c'est-à-dire un élément, tu sais, nous, les êtres humains, notre existence, c'est d'abord une expérience sensible. C'est comme ça qu'on acquiert les connaissances. C'est dans notre relation avec les autres, mais c'est par les sens. C'est, mettons, dans notre expérience chrétienne, c'est pas pour rien qu'on jeûne, parce qu'on a besoin d'expérimenter par le corps une réalité qui ne peut pas être que intellectuelle. On a besoin de l'expérimenter au niveau des sens. Donc, si tu enlèves l'expérience sensible de l'équation, ben tu ne peux pas comprendre, en fait. Tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas l'existence dans la chair. Là. Je trouve ça très édifiant, ce que tu dis, parce que j'y réfléchissais, moi aussi, ce matin, en venant ici, comment la sensibilité, en fait, est importante. Et puis, souvent, on va dire, non, mais c'est une vraie intelligence. Puis, à écouter tous les PDG de la tech ou les plus geeks d'entre nos amis, on en croirait presque que ce sont des êtres humains, puis qu'il faudrait considérer moralement les intelligences artificielles. Mais la sensibilité, dans la langue moderne,
on faisait pas de distinction entre la sensation, je touche la chaise, par exemple, et le sentiment, je me sens amoureux de telle personne. Donc, tout ça était le sentiment. Donc, ça a donné la personne sensible, celle qui ressent fortement les émotions, c'est aussi celle qui ressent fortement les sensations de son corps. Et je trouve qu'on a beaucoup perdu en distinguant ça, parce que mon téléphone tactile, là, il sait quand je le touche. Il réagit. Est-ce qu'il y a une sensibilité? Non, ça fait pas de lui un vivant. Tu sais, quand il tombe par terre sur le plancher, il n'y a pas mal. Je veux dire, il n'est pas sensible parce qu'il est tactile. Donc, de dire que le téléphone est sensible, c'est aussi stupide de dire que l'IA est intelligente ou consciente ou que le Furby est un vrai animal de compagnie parce qu'il pleure pour avoir à boire. Là. Tu sais, c'est un Furby géant, l'IA, finalement. Mais c'est quand même ce qui inquiète. Moi, en fouillant, j'ai vu plusieurs penseurs qui s'inquiétaient, par contre, de l'avènement d'une intelligence artificielle qui serait raccordée à des robots auxquels on aurait ajouté la capacité à ressentir, c'est-à-dire la capacité, les 5 sens, finalement. Donc, des robots qui seraient capables d'accueillir l'expérience sensible, d'interpréter donc la vision, d'interpréter le réel à leur propre guise. À partir de là, c'est là qu'on se pose la question, tu sais, là, leur construction va être d'un autre niveau. Est-ce que c'est là qu'on tombe dans la science-fiction? Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que le fait de vivre l'expérience sensible ajouté à la compréhension, on va dire qu'elle l'a déjà, est-ce que, tranquillement, une âme va émerger de cette expérience-là? Tu sais, comment est-ce que... Qu'est-ce qui distinguerait une âme? C'est la voie du post-humanisme, au final. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a quelque chose là qui est plus avancé, je pense. Oui, c'est ça. Mais je trouve que ça nous... Comment dire? On a plus de misère à le distinguer, c'est plus insaisissable. Mais c'est comme poser la question, est-ce que la caméra me voit? Est-ce que le Kodak me voit? Est-ce que le micro m'entend? Est-ce que mon téléphone a la même voix qu'Elvis Presley? Il capte, en fait. Il reproduit la même onde. Il est capable de la capter ou de la reproduire. Oui. Mais ça ne fait pas de lui Elvis Presley, même si je fais jouer une musique d'Elvis Presley, où il n'entend pas ma voix. Tu soulevais un point, Thomas, puis je rebondis là-dessus avant de terminer ce deuxième segment. L'apprentissage ou l'éducation, tout ça, ça implique... On conçoit ça comme étant quelque chose d'assez unidirectionnel, malheureusement, et c'est peut-être ce qui explique un peu pourquoi on en soit là avec l'IA dans le monde de l'éducation. C'est-à-dire, je reviens à mon idée, une transmission ou une communication d'informations. Mais ça aussi, ça fait l'économie, oui, de la relation au sens général, mais du fait que l'éducateur grandit dans cette transmission-là aussi. C'est-à-dire qu'on parle du point de vue de l'élève depuis tantôt, mais d'enseigner, vous devenez de plus en plus, je me permets de le dire, de plus en plus humain en faisant cet acte-là. Donc, en demandant à une IA de le faire, il y a des humains qui ne s'humaniseront pas. Là, Est-ce que vous voyez? Oui, les élèves nous mettent face à nos limites. Là. Moi, souvent, je prie pour les étudiants que je vais rencontrer avant d'aller en classe, là, parce que c'est aussi un acte d'humilité. Là. Ils nous posent des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Ils ont des fois des réflexions qu'on n'a jamais eues nous-mêmes. Ouais. Donc non, c'est réellement une interaction, ça, c'est vrai. Là. On fait une petite pause, puis on revient tout de suite après. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. De retour à On n'est pas du monde, on parle d'éducation et d'intelligence artificielle et on l'a mentionné tout à l'heure, Michael le soulignait, là, il y a le dicaster pour la doctrine de la foi, conjointement avec le dicaster pour la culture et l'éducation qui ont publié un peu plus tôt cette année, en fait au tout début de l'année 2025, si ma mémoire est bonne, Antiqua et Nova, qui est une note sur les relations entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. On mettra toutes les références sous cette publication là, sur nos réseaux sociaux. Là-dedans, il y a du stock quand même. Là. Il y a beaucoup de stock dans le sens où on fait une espèce de synthèse, on essaie de réfléchir à qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Parfois, on laisse entrevoir qu'il peut y avoir des avantages, qu'il peut y avoir un bien. Et d'ailleurs, c'est la prémisse. L'Église n'est pas contre la science, l'Église n'est pas contre le progrès, dans la mesure où cette science et ce progrès contribuent à l'édification humaine, au bien commun. Comment ou est-ce que l'intelligence artificielle peut contribuer d'une certaine manière à améliorer l'éducation ou comment ça se passe dans les écoles? C'est quand même un gros pouvoir d'analyse. Donc, ça peut...
Dans les écoles spécifiquement ou dans la société? Nous commençons par la société en général. Pour la société en général, moi je travaille en aménagement du territoire, on peut analyser énormément de cartes en même temps, voir ce qui s'est fait au travers du temps, quelles options ont déjà été envisagées par le passé, et on peut aussi faire des scénarios assez gros et par contre qui demandent beaucoup d'énergie. Ça, c'est la face cachée un peu de l'IA. Et donc, oui, il y a des potentiels. Ou en médecine, il y en a qui sont vus pour des analyses, pour aider lors de chirurgie, pour aider lors de diagnostic, de radiographie, ce genre de choses. Donc, mais c'est toujours un assistant à l'expert. Donc, la personne est déjà experte de son domaine et elle utilise un certain système d'intelligence artificielle pour la soutenir dans son travail. C'est pas « j'ai un problème sur un domaine que je ne connais pas et je vais aller voir l'IA qui va régler mon problème ». Là, ça ne fonctionne pas. Donc, l'IA ne ferait pas de moi un radiologiste? Absolument pas. On a toujours besoin des radiologistes. Ce que j'espère pour les patients. OK, c'est une nuance importante. Et dans le monde de l'éducation? Ah, là, je vais laisser les autres donner leurs idées. J'ai plus de mal, moi, à le voir dans le monde de l'éducation. Non, mais c'est bien que tu le dises. Les bienfaits. Je sais que les promesses, en tout cas, du moins, c'est toujours les mêmes, mais l'ironie, c'est que les promesses de l'IA, c'est les promesses des tableaux interactifs, c'est les promesses des tablettes intelligentes, c'est les promesses avant même de la télé, si tu peux remonter jusqu'à il y avait quoi, dans les premières techniques qui étaient inventées au début du siècle. Les acétates. Les acétates. Il y a eu mais c'était toujours les mêmes promesses. C'est-à-dire que ce qu'on disait, c'est que ça va démocratiser les savoirs. Ça va permettre à plus de gens d'avoir accès à la connaissance. Puis, dans le tournant du 20e siècle, il y a quand même un mouvement important où est-ce qu'on a vraiment ouvert l'éducation à ce qu'on appelle l'école inclusive. Une école qui est ouverte à... On veut vraiment que l'école permette à tous, à la réussite de tous, ce qui n'était pas le cas quand on regarde au début du 20e. La promesse, c'est que là, c'est l'avenue. Pourquoi? Parce que c'est l'enseignement individualisé. D'ailleurs, on parle d'enseignant augmenté avec l'intelligence artificielle, l'enseignant qui serait comme, finalement, qui pourrait être libéré de toutes les tâches ingrates pour pouvoir se concentrer sur ce qui est vraiment à sa couleur à lui, ce qu'il apporte, c'est-à-dire la relation, l'aspect créatif, l'aspect... Bien, ça, c'est les promesses. Moi, je crois à rien de ça. On peut pas être contre le pain tranché, non? C'est toutes des belles choses, ça? Bien, c'est ça, en théorie. En pratique, c'est ça l'ironie, c'est que toutes les autres... c'est-à-dire que toutes les autres technologies n'ont jamais pu faire leurs preuves parce que du moment où est-ce qu'on était face aux résultats, les résultats n'étaient pas probants. On n'arrivait pas à dire que c'était effectivement ce que ça faisait, mais on avait toujours le même argument. On disait, mais ça s'explique très simplement, c'est la formation des maîtres. C'est-à-dire que les maîtres ne sont pas assez bien formés pour utiliser la technologie. S'ils l'étaient, ça marcherait. Puis là, pouf, une nouvelle technologie arrivait. Donc, on a... Force est de constater que... en retard, finalement. En fait, on n'a jamais démontré que vraiment ça permettait d'ouvrir l'accès de la connaissance à des populations plus vulnérables, à l'extérieur, dans le territoire aussi, à des gens qui seraient plus loin parce qu'avec le téléphone intelligent, on peut y avoir accès. Tu sais, c'est des promesses. Par exemple, des communautés des Premières Nations qui sont très, très éloignées, isolées... ou qui ont de la misère à trouver des enseignants qui veulent aller il l'aurait là, comme ça, il l'aurait dans la poche. Tu sais. Oui, génial. Bien, je dirais aussi que l'outil n'est jamais si bon que la personne qui l'utilise. Si vous me mettez un excellent pinceau dans les mains, je ne vais pas faire une toile de Bob Ross, moi, là, ou de Léonard de Vinci. Je suis pas bon en peinture. Bon. Mais par contre, si vous me donnez une grammaire ou un Becherel, je suis capable de conjuguer les verbes parce que je comprends comment fonctionne un système verbal. Je sais me référer à l'index des verbes derrière. Les étudiants ne savent même plus ça. L'autre jour, dans mon fameux examen auquel tout le monde a eu 100%, là, j'avais permis la grammaire. J'avais dit, là, ce sont les pages telle à telle, toutes les règles sont là, vous n'avez qu'à les appliquer. Mais ils ne voient pas leurs erreurs pour autant. Et même une grammaire, ils ne savent pas vraiment comment ça fonctionne. Oui, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir doit s'accorder avec le CD placé avant le verbe. Mais si je ne sais pas comment trouver un CD quand je pose ma question, si je ne comprends pas le sens des mots que j'emploie, ben, j'arrive pas à trouver la réponse. Donc, il y a un travail sur le sens. Et le sens, là, c'est quelque chose d'un peu plus insaisissable que justement des inférences valides. Il y a un deuxième aspect aussi. Tu parlais d'un pinceau ou d'un Becherel. Ce sont des outils, alors qu'une intelligence artificielle, on appelle ça un outil aussi, un système, mais il n'est pas aussi neutre. Pour faire un bon marteau, on s'attend à ce que quand on l'utilise, ça permette de rentrer un clou dans le mur. Là, on est face à un outil multifonction qui a été fait par quelqu'un qui a des intentions, qui interagit avec nous et qui nous propose de l'utiliser encore plus pour aller faire tout un tas de choses. Donc, il n'y a pas cette neutralité, finalement, du pinceau ou du Becherel ou
d'un marteau. Tout à fait. Il y a une grande concentration aussi de ce marché-là dans les mains de quelques possédants, on Oui. doit le dire. Là. C'est-à-dire que contrairement au marché du livre ou je sais pas, plein d'autres C'est secteurs... très lucratif. Hein. Ben, c'est ça. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de systèmes d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui, qui utilisent aussi beaucoup de terrain, parce que c'est pas dans les nuages, là, Ah comme on non? l'appelle les clouds, là, non. C'est pas dématérialisé. L'IA, elle, n'a pas de corps, mais elle n'est pas pour autant immatérielle. C'est D'accord. des immenses hangars de serveurs. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique des systèmes de refroidissement qui utilisent de l'eau, souvent de l'eau qu'on aurait pu utiliser, par exemple, pour faire de l'eau potable. C'est des terres rares, des matériaux rares qui sont allés chercher dans des mines. Il n'y en a pas une quantité infinie. Ils sont allés chercher par des personnes aussi qui n'ont pas forcément des conditions de travail qui sont bonnes pour elles. Et en plus de ça, ça demande énormément d'énergie. Si vous demandez à une intelligence artificielle, par exemple, de vous générer une image... De chat, par exemple, ou ça va prendre l'équivalent de 80% d'une charge de téléphone, juste pour une image. Une requête textuelle, c'est 1 à 2% de charge de téléphone. Donc on l'utilise comme ça pour des petites choses, finalement, où on pourrait tout simplement prendre le temps d'utiliser notre cerveau, mais à la place, on décide d'aller brûler du charbon, parce que souvent, c'est de l'électricité non renouvelable pour pouvoir alimenter tous ces serveurs. Donc, et ça, c'est caché aussi. Donc, Parce qu'on le voit pas, c'est ça. On le voit absolument pas. Alors que quand on se saisit d'un marteau, il a été fait, on l'a avec nous, on peut le réutiliser une autre fois, c'est pas du tout le même coût. Bon, avec la prochaine fois, Thomas, il faudrait que tu écrives un éditorial à la manière d'Antoine Malenfant par toi-même. Je pense que tu serais capable. Parce que tu connais Antoine aussi. Mais là, j'ose plus utiliser l'IA, là, après ce que je viens d'entendre. Là, j'ai pas Ben, très bien. Ouais, c'est ça. Ça aussi, il faut en parler aux T'avais rajouté étudiants, quelque chose? parce que c'est Non, caché. c'est bon. On a parlé de la dépendance, on a parlé du souci d'efficacité aussi. Ça réduit un peu l'intelligence, ou en tout cas l'éducation, à des fonctionnalités. On a beaucoup parlé des compétences, comme si ça faisait de nous des êtres unidimensionnels. C'est-à-dire qu'il faut être fonctionnel, il faut réaliser des tâches. Vous voyez ça dans vos salles de classe? Ben, en fait, moi, je m'en allais ailleurs que dans ma salle de classe. Là. Mais tu sais, Va ailleurs, dans le va sens où où tu veux, c'est comme Thomas. si quand on parle d'IA puis d'éducation, on se pose très rarement la question plus fondamentale du pourquoi. Dans le sens, pourquoi l'IA? D'abord, pourquoi l'IA? À cause de gens parce qui que voulaient c'est là. faire du fric. Là. C'est Parce ça que c'est pourquoi. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui voulait faire de l'argent. C'est l'argent qui est le moteur de création de l'IA. Après ça, tu as toutes sortes de gens qui vont dire mais là, l'IA est là maintenant, il faut composer avec. OK, mais non, mais pourquoi l'IA? C'est-à-dire pourquoi? Là, là, les gens vont dire on peut pas être contre la vertu. L'IA maintenant permet de détecter des cancers avec une goutte de sueur. Ben ouais. N'est-ce pas merveilleux? Mais pourquoi ce serait si merveilleux? Je veux dire, on vit dans des sociétés qui n'avaient jamais été si évoluées sur le plan technique. On peut... Pourtant, je veux dire, regarde l'existence. L'existence n'est pas plus... comment dire? Tu sais, le taux de suicide dans les pays qui sont les plus développés est faramineux. On regarde l'état l'état de la famille, l'état de... Je veux dire, c'est comme si on perd de vue l'ensemble du portrait qui nous amènerait nécessairement à dire comme « Wow! Pourquoi l'IA, là? C'est quoi l'espèce de Quel folie? » besoin fondamental, ça touche- répond vraiment. Ouais. Et on nous présente souvent cette facette technologique-là en disant ça va faire des économies formidables ou en tout cas, ça va provoquer une augmentation de la productivité. Mais à croire ça, je veux dire, on est passé d'une société agraire, là, il y a un siècle ou deux. Si on regarde tout l'avancement de la productivité et de la technique, on devrait tous être assis au soleil en train de boire un pina colada, là. Je veux dire, à manger. Puis juste à voir, dans la COVID, tout le monde était à taper sur un ordinateur. Pourtant, on a manqué d'absolument rien dans les supermarchés, à manger, etc. Tout le monde prenait 10 livres, c'était merveilleux. Donc, je veux dire, le travail qu'on fait n'est pas utile. Nécessairement. Je veux dire, juste enregistrer tous les appels, tenir des registres, les médecins chialent, ils ont trop de paperasse. Je veux dire, on génère le travail presque comme si on était fait pour travailler. Alors que souvent, on se dit, mais là, avec l'IA, ça va être merveilleux, on n'aura plus besoin de travailler. Avec l'électricité, on ne travaillera plus. Avec le moteur à explosion, bon. C'est comme si, à chaque fois, ça recommence. Mais à chaque fois, il y a un besoin humain de produire quelque chose, utile ou pas, mais on va écrire des rapports, on va trouver des gérer jobs, des on va en courriels. inventer. Ouais, on est technicien IA, je sais pas. Mais Ingénieur informatique. c'est ce que le pape François appelait un paradigme technocratique, Ouais. finalement. Là. Ouais, C'est ouais. tout-
c'est comme si le salut allait provenir de plus de techniques encore et encore et encore. Enfin, et même quand on soulève les limites ou les problèmes de l'IA, la première réponse qui vient, c'est avec plus d'IA, on va régler ces problèmes. Exactement, on va être plus efficace, plus productif. L'IA va gérer le hangar de serveurs tout seul, renouveler les câbles et les puces. On se mord la queue avec tout ça. Et je vous remercie d'avoir été avec nous tous les trois et vous aussi à la maison. Et on se donne rendez-vous une prochaine fois pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.